Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Magnifier la vénérable abbaye si chère aux Marseillais. Tel est l'objectif de Voix des Suds, l'autre nom que l'on donne au festival de Saint-Victor, lancé en 1966. Du 12 octobre au 10 novembre, ce bâtiment fortifié qui domine le Vieux-Port sera ainsi un écrin musical pour le plus grand bonheur de tous les mélomanes. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec André Gabriel de Blacas, directeur artistique des Amis de Saint-Victor et membre de l'Académie de Marseille. Bonjour à vous. Bonjour, merci de nous accueillir. Le Festival de Saint-Victor fait son retour après quelques années d'interruption. Quelle est l'identité de ce festival et qu'en est-il de ses défis ? On a essayé de rester dans la fidélité des fondatrices, qui étaient Suzy Fouché et Geneviève Deltor, faut-il le rappeler, sœurs aux Marseillais. Et donc on a remis un peu à l'honneur l'idée du festival, parce que c'est vrai que ça avait été abandonné, le public ayant changé, l'évolution des mœurs de la même façon a beaucoup évolué et a changé la donne par rapport au festival. Et aujourd'hui on est plutôt habitué à des festivals d'été, donc là ce sont des festivals évidemment dans l'automne, comme on peut les refaire. Et l'idée était de s'articuler sur les voix. Et voix des Suds, parce que le Sud, évidemment, c'est porteur, nous sommes au Sud, nous sommes toujours les Suds de quelqu'un ou les Nord de quelqu'un. Mais en tout cas, c'était pour essayer de faire quelque chose qui ne soit pas forcément axé sur de la musique liturgique, mais qui soit accueilli dans l'écrin gothique provençal de l'abbaye. De beaux rendez-vous en perspective. Et parmi les rendez-vous de cette édition 2024, il faut citer l'ensemble Irini qui, pendant une heure, nous transportera à Constantinople. Oui, alors Irini, qui est dirigé par Lila Ajosi, est extrêmement intéressant parce qu'il va s'occuper en fait de mettre à l'honneur à peu près 40 ans de production musicale, pratiquement à l'époque de Dufay, au XVe siècle. Et donc c'est pour essayer de réconcilier l'Orient et l'Occident. Alors évidemment, la première partie, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Et puis, évidemment, là, l'Empire se morcelle. Et là, ce deuxième schisme, en fait, c'est la coupure entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Et donc, on se retrouve avec des productions de Grecs, de Guillaume Dufay, cette polyphonie qui essaye de capitaliser, en fait, la ferveur des Orientaux par rapport à nous pour irriguer les catholiques romains qui étaient l'Empire d'Occident. Tant de siècles d'histoire. Et les amateurs de musique klezmer seront servis lors d'une lecture musicale. Oui, alors là, c'est avec une lecture sur le livre d'Isaïe, La voix dans le désert. Et donc, c'est Roland Collin qui va être le lecteur d'un extrait, bien sûr, des 66 chapitres du livre d'Isaïe, et qui vont être ponctués par de la musique klezmer donnée par Frédéric Sellier à la clarinette et son fils Esteban Sellier sur donc de la musique klezmer, revue et corrigée, bien entendu, puisque les klezmer ont beaucoup évolué entre le violoncelle, la guitare pour Esteban et la clarinette, qui est un instrument emblématique des klezmer, par Frédéric Sellier, qui était mon excellent collègue au Conservatoire d'Avignon, et qui donc joue en même temps classique, normalement, comme on joue la clarinette dans les orchestres, et puis le klezmer, c'est-à-dire cette musique traditionnelle qui a beaucoup nourri l'idéal nord-américain et surtout la musique de jazz. Nombreux sont ceux qui aiment le klezmer sur Radio JM. Et les festivaliers pourront aussi renouer avec les rendez-vous qu'ils affectionnent et des rendez-vous qui ne se limiteront pas à la musique. Les cryptes accueilleront aussi l'exposition consacrée à plusieurs contrées d'Asie. Oui, alors effectivement, on décline les expositions dans les cryptes avec toutes sortes d'artistes émergents ou pas. Et donc là, c'est pour le sud-est asiatique, les merveilles du sud-est asiatique. Alors c'est un peu à la fois naïf, c'est un peu... Souvent on a l'habitude, quand on parle de ça, de voir surtout des mangas. Là, vous verrez, ce sont des peintres qui ont évidemment cette inspiration. Mais même s'ils n'ont pas d'inspiration asiatique, ils sont asiatiques. Donc on est dans cette perspective-là, où c'est pas parce que, vous savez, il faut pas forcément avoir l'habit de persan pour être persan, elle est la personne de Montesquieu. Une autre façon de voyager. Le tango sera aussi au programme, avec sans doute pour certains la découverte du bandoneon. Alors le bandoneon, qui va être joué par ma collègue Yvonne Anne, qui était une pianiste au départ. Alors, le bandoneon, c'est un accordéon au départ bien particulier, inventé en Allemagne, qui est parti par les marins à Buenos Aires, qui est devenu dans le folklore urbain l'instrument incontournable que l'on peut avoir sur le tango. On le joue sur les jambes, mais vous avez un grand jeu de jambes parce que c'est très large quand vous l'ouvrez. Donc vous avez ce jeu de genoux, de jambes pour supporter le soufflet. Et donc ça vous permet d'être très rythmique. Alors aujourd'hui, bien sûr, on entend toujours Piazzolla,
ce genre de choses. Mussolini, qui malheureusement a fermé les yeux il y a quelques années, mais il y a toute une reprise en compte de cette musique virtuose pour le tango, qui est devenue d'une musique, comme le jazz était dans les bas quartiers de Buenos Aires, bon, qui n'était pas forcément la musique la plus recommandable sur le plan de la morale, qui finalement devient un genre universel et devient maintenant un genre de concert. Et donc c'est plutôt un concert avec tango chanté, et puis bien sûr les basses de guitare. Et là, à ce propos, vous avez une anecdote, c'est que Carlo Gardel, qui est parti de Toulouse, qui est arrivé à Buenos Aires et qui est devenu l'emblème du tango chanté dans les années 35-50. Et Carlos Gardel, il est tellement phénoménal que sa statue qui est à Buenos Aires, vous avez encore des gens, c'est un fumeur invraisemblable devant l'éternel, dépose des fois des cigarettes ou des paquets de cigarettes, tu reviendras, voilà. Et donc cette espèce d'engouement pour le tango. En fait, c'est quelqu'un qui est une image complètement emblématique de ce genre-là, et c'est lui qui a sorti en quelque sorte des vieux tripots le tango pour en faire un genre majeur. Et derrière, vous avez après tous les compositeurs, mais c'est vraiment quelque chose, un genre tout à fait particulier. Évidemment, l'âme du tango, c'est le bandoneon, et ce bandoneon, c'est extrêmement virtuose, et sachant que c'est un instrument qui au départ a été inventé en Allemagne. Mais le bandoneon n'est en fait pas la seule curiosité de ce rendez-vous. Comme symbole de la musique baroque, la viole de gambe avec l'ensemble Albizia. Alors ça, l'ensemble Albizia, c'est un excellent ensemble de musique baroque dirigé d'une main de maître et très éclairé par Benoît Dumont, qui à l'origine est de Cassis et qui est devenu maître de chapelle à la cathédrale de Gap et qui donc descendra de sa montagne. C'est un travail extraordinaire qu'il fait avec les chœurs, avec un moteur de proposition invraisemblable. Et là, donc, il viendra avec une gambiste, bien sûr, la viole de gambe, qui est l'ancêtre lointain du violoncelle et qui, surtout, avec le clavecin que tiendra Benoît Dumont, permettra de tenir le continuo. Et puis, vous avez des chanteuses, bien sûr, et des chanteurs là-dessus. Et donc, c'est de la musique baroque extrêmement recueillie. Alors, c'est amusant parce qu'on a construit ça un peu comme un portique. On commence très brillamment par l'ensemble Irini, tous ensemble et tout, et on finit presque sur la pointe des pieds avec un ensemble intimiste, donc l'ensemble Albizia, avec Bruno Dumont. Les initiés ne seront sans doute pas les seuls intéressés par cet événement, puisque vous conviez, je crois, divers publics. Alors, toute l'année, nous avons un accueil pour les scolaires, donc des jeunes enfants, que ce soit des écoles libres, que ce soit des écoles laïques, parce que justement, c'est pour les réconcilier avec ce patrimoine-là et leur faire découvrir. Et bien entendu, donc pour les expositions, pour la visite du bâti Saint-Victor, puisque les cryptes remontent au 5e siècle et l'église que l'on voit, elle est tardive, elle est du 13e. Et donc, bien entendu, nous accueillons ça avec des visites commentées, des ateliers. On fait ça aussi, on commence ça par les journées du patrimoine également. Et donc, les enfants réagissent très bien. Et après, bien sûr, il y a tout un ensemble de visites commentées qui sont menées par Annabelle Ibgui, qui est archéologue de formation et qui est notre chargée de production ici, et qui donc fait visiter avec une façon complètement éclairée et, je dirais, professionnelle, l'ensemble des sépultures et du bâti, surtout dans les cryptes, parce que c'est un travail assez compliqué. D'ailleurs, tout est tourné vers ce qu'on appelle l'archéodécryptage, c'est-à-dire une restitution fictive, une restitution informatique de ce que fut le bâti initial de Saint-Victor, ensuite la basilique telle qu'elle fut avec la coupole, et puis sa destruction, et puis maintenant la basilique que l'on a aujourd'hui, qui est donc 13e siècle, avec l'art brisé, qu'on appelle roman gothique provençal, que bon, moi j'appelle surtout roman provençal, mais enfin bon, c'est pareil, c'est du gothique provençal, cet art brisé, et on a le même pratiquement un peu plus développé un siècle après sur le Palais des Papes d'Avignon. Et les Amis de Saint-Victor sont engagés dans la valorisation du patrimoine. Qu'en est-il plus exactement ? Eh bien, le projet de restitution, ce qu'on appelle restituer l'invisible, c'est-à-dire l'archéo-décryptage, consiste à mettre en quelque sorte sur un écran les reconstitutions et les différentes étapes de construction, reconstruction, démolition et reconstruction de l'abbaye depuis pratiquement le 5e siècle, avec l'édification de l'ancienne basilique, sa destruction, sa reconsidération, et puis la basilique actuelle du XIIIe siècle que l'on voit, qui est un roman fortifié, qui est un peu semblable au roman fortifié que vous avez à l'église de Nove dans les Bouches-du-Rhône et à l'église des Saintes-Maries de la Mer. Donc c'est une forteresse en fait. Elle était hors la ville en réalité. La ville était en face et comme elle était bien sûr dans la campagne, pouvant éventuellement subir des attaques, donc c'est devenu un château fort quelque part. Et donc vous avez les 2 tours crénelées qui ont été après partiellement reconstituées, mais c'était une abbaye complètement défensive. Et derrière, il y avait tout un cloître évidemment important qui a été démantelé, qui allait pratiquement jusqu'à aujourd'hui au boulevard, ce qu'on appelle de la Corderie, là, derrière. Et donc c'était un bâti extraordinaire. Ça a été démonté et ça a failli être vendu comme carrière à la Révolution. Donc tout ce qui était de la bibliothèque, les trésors, etc., ça a été démantelé. Et donc on a récupéré ensuite donc une partie des reliques. Et la grande époque, c'est de faire
Gaston Defebvre, qui a décidé de restaurer les cryptes en faisant cet escalier que l'on connaît quand on descend pour vraiment faciliter l'accès. Alors évidemment, sur Saint-Victor se cristallise toute une question de tradition populaire. Au départ, Saint-Victor, on ne sait pas vraiment où est son tombeau, mais enfin, il doit être dans cette nécropole-là. Mais c'est un chevalier, c'est pour ça qu'il est avec son épée, son bouclier, il chevauche un cheval et il terrasse le dragon, comme Saint-Michel, comme Saint-Georges. Et donc c'est un protecteur de la ville. Hein. Et donc ça a glissé sur les cierges verts, protecteurs d'incendie, etc. Les navettes que vous gardez toute l'année. Et il y a toute une stratification extrêmement intéressante sur le plan ethnographique entre la tradition populaire, qui se revisite à chaque fois qu'on l'exprime, et puis ce qui est vraiment la vie de Saint-Victor. Et donc Victor, victorieux. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le festival. À vous écouter, on sent que vous êtes un passionné. Au revoir, merci beaucoup. Et pour compléter cette interview, vous pouvez vous rendre sur le site ou sur Facebook, Instagram et LinkedIn, Amis de Saint-Victor, ou contact@amisdesaintvictor.com, ou sur Facebook, Instagram et LinkedIn au même nom. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.